D'autant que Sylvie est venue à plusieurs reprises à l'Observatoire et nous avons à chaque fois été extrêmement heureux de l'accueillir. Voilà, et nous la remercions énormément d'avoir accepté, même avec ce problème, de nous donner cette conférence en visio. Voilà. Donc Sylvie Vauclair est astrophysicienne, elle est professeure émérite à l'Université Paul Sabatier, elle est également membre de l'Académie des sciences et de l'Institut de France, elle est chevalier de la Légion d'honneur. Je crois que je mettrai bien longtemps à vous citer tous les honneurs qu'elle a reçus. Elle a aussi un astéroïde à son nom, voilà. Et donc elle s'est intéressée depuis maintenant un certain nombre d'années aux vibrations des étoiles, à la composition chimique de l'univers et également, elle nous expliquera, à toutes ces nouveaux résultats que nous ouvrent les enregistrements des nouveaux télescopes, bien sûr, et aussi Sylvie a bien vulgarisé la science et donc, actuellement elle est vice-présidente d'une association internationale de communication sur les sciences. Et donc elle a accepté de venir nous présenter, malheureusement uniquement en Zoom, une conférence sur l'univers et nous, découverte et questionnement. Donc je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup Sylvie, et excusez-nous pour ne pas avoir les spectateurs en ligne de mire. Alors merci pour cette introduction Anne-Marie, et effectivement je regrette beaucoup de ne pas être avec vous en présentiel. C'est vrai que j'ai eu un petit accident qui fait que j'ai du mal à marcher actuellement et que je ne pouvais pas faire le déplacement. C'est vrai que je le regrette beaucoup parce que j'aime beaucoup News, j'aime beaucoup cet amphithéâtre où vous êtes actuellement et où j'ai fait, c'est vrai, plusieurs conférences et aussi même organisé des colloques dans le passé. Ça fait très longtemps que je vais à News. Et puis c'est vrai, je vous le dis, après je ne le dirai plus, mais j'aime bien quand je fais des conférences, voir les gens, j'ai l'impression d'être en contact avec les gens. Et c'est vrai que là, vous voyez, moi, je ne vous vois pas. Donc, on va faire avec. Alors, Anne-Marie a eu la gentillesse de dire que j'étais actuellement vice-présidente d'une commission internationale de diffusion des connaissances vers le grand public. J'ajoute une petite chose. Que cette commission organise un congrès international tous les 2 ans dans une ville du monde. La dernière fois, c'était à Sydney, en Australie. Avant, c'était à Fukuoka, au Japon. Et en juin prochain, ça va être à Toulouse. Donc, on va faire un petit peu de publicité là pour tous les gens qui s'intéressent à la communication scientifique. Donc, je n'avais pas prévu de vous faire cette petite publicité, mais comme Anne-Marie en a parlé, je me permets de vous le dire. J'enverrai à Anne-Marie le site, le lien du site. Comme ça, s'il y a des gens intéressés, vous pourrez vous renseigner. Voilà, donc ma conférence aujourd'hui, l'univers et nous, découverte et questionnement. Donc en fait, ça pourrait pas être plus large, hein, parce que l'univers, par principe, c'est le tout. C'est le tout, sauf si, vous savez, dans certaines théories contemporaines, on imagine qu'il y a plusieurs univers, ce qu'on appelle les multivers. Mais je n'entrerai pas dans ce sujet-là, sauf si, alors là, c'est une petite parenthèse, j'espère qu'il y aura une possibilité d'avoir des questions après, d'une manière ou d'une autre. Bon, enfin, si vous avez des questions sur ce sujet des multivers, vous pouvez toujours m'en poser après. Vous pouvez me poser après, soit, je ne sais pas si c'est possible oralement ou bien... Oui, il y aura possibilité de poser des questions et vous les entendrez. Alors, c'est parfait. Donc, vous pouvez me poser après ça des questions sur les sujets qui vous intéresseront, même si je n'ai pas spécialement parlé de la question, parce qu'une conférence d'une petite heure sur ce sujet immense, il faut faire des choix. Voilà, alors l'univers et nous, pourquoi? C'est parce que finalement, en fait, c'est tout le paradoxe, l'énorme paradoxe de la connaissance actuellement sur l'univers, ça, qui se retrouve dans l'univers et nous. Parce que nous, les êtres humains sur la Terre, qui sont sur la Terre depuis très peu de temps, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais qui avons un cerveau et une conscience extraordinaire, nous étudions cet univers qui est
tout ce qui est autour de nous, le plus lointain possible. Et cet univers, eh bien, nous sommes dedans, nous en faisons partie. Donc, c'est nous qui étudions l'univers dont nous faisons partie, et c'est nous qui étudions l'univers dont nous sommes issus. Parce que les éléments, en tout cas, au moins les éléments dont nous sommes faits, les noyaux des atomes dont nous sommes faits dans nos corps, ont été fabriqués dans l'univers, dans les étoiles, un petit peu l'hydrogène et l'hélium juste après les premiers instants de l'univers, dans le Big Bang, mais tout le reste dans les étoiles qui ont existé avant la formation de la Terre et du Soleil. Donc nous faisons vraiment partie de l'univers. J'aime bien dire notre destin est cosmique, dans la mesure où les éléments dont nous sommes faits viennent du cosmos, et quand nous disparaîtrons, je ne sais pas, indépendamment de tout ce que les gens peuvent croire par rapport à la conscience, je n'entre pas dans ces sujets-là, mais ce qui est sûr, c'est que quand nous disparaîtrons, eh bien, nos atomes retourneront au cosmos et peut-être d'autres étoiles et d'autres planètes se formeront à partir de ces éléments, une sorte de recyclage. Donc l'univers et nous, c'est vraiment une grande boucle, voilà, qui se reboucle et dans laquelle nous sommes actuellement avec les connaissances contemporaines. Et les connaissances contemporaines, comment dire, ont beaucoup évolué, les connaissances ont beaucoup évolué, énormément évolué, les connaissances, l'évolution des connaissances s'est accélérée énormément depuis un peu plus d'un siècle. Alors, je vais vous parler des connaissances actuelles, mais je vais resituer ça aussi dans l'histoire, un petit peu l'histoire des connaissances, en tout cas ce qui me semble important dans l'histoire des connaissances pour mieux comprendre où nous en sommes actuellement. Alors, découverte et questionnement, ben, c'est parce qu'on découvre toujours des choses, pas forcément des découvertes spectaculaires, mais des découvertes qui permettent d'avancer la connaissance et, eh bien, en science, en observation, à chaque fois qu'on comprend quelque chose, à chaque fois qu'on découvre quelque chose, ça pose toujours de nouvelles questions. Donc, en fait, on est toujours à aller de l'avant, on comprend de mieux en mieux, on avance, mais à chaque fois qu'on avance, il y a d'autres questions qui se posent. Et ça, c'est quelque chose de, comment dire, avec un intérêt philosophique, parce que on peut imaginer de façon, comment dire, simple, qu'un jour on saura tout. On peut imaginer aussi que quand on fait une découverte, eh bien, c'est le grand bonheur. Alors c'est vrai, quand on fait une découverte, c'est le grand bonheur, mais c'est pas vrai, on ne saura jamais tout. En tout cas, c'est ce que je pense. On ne saura jamais tout, justement parce qu'il y a toujours de nouveaux questionnements qui arrivent. Et ce qui est, c'est mon petit côté philosophique, là, avant d'entrer un petit peu plus dans l'aspect scientifique, ce qui est important pour moi, c'est qu'en fait, eh bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de découvrir quelque chose, mais ça fait plaisir aussi que ce ne soit pas la fin. Si on avait tout découvert, si on savait tout, la vie n'aurait plus d'intérêt. La vie, c'est vraiment la recherche. À tout niveau, je suis absolument convaincu de ça. La vie et j'ai envie de dire le bonheur, pour employer des grands mots, c'est dans la recherche. Si on savait tout, s'il n'y avait plus rien à faire, ben, ce serait la mort. Voilà. Donc, c'est important. C'est important qu'on avance toujours des nouvelles connaissances, qu'on arrive toujours dans notre position, d'avancer dans notre positionnement par rapport à l'univers, mais c'est important aussi qu'il y ait toujours de la recherche à faire. Alors, je vais commencer par un petit rapide retour en arrière, et je vous montre là, eh bien, c'est un ouvrage qui date de 1880, L'astronomie populaire de Camille Flammarion. Alors, pourquoi je vous montre ce livre? C'est parce que Camille Flammarion était donc astronome à Paris, à la fin du 19e siècle. Il a écrit plusieurs livres. Là, vous avez toutes les œuvres de Camille Flammarion sur la première page. Il était astronome, il était aussi poète, il était aussi rêveur, il avait des grandes envolées lyriques dans ses ouvrages. Et en fait, bon, moi j'ai eu la chance quand j'étais enfant, je peux le dire, d'avoir une mère qui s'intéressait, une maman qui s'intéressait à l'astronomie. Et je lisais dans mon enfance l'astronomie populaire de Camille Flammarion. Alors c'était 1880, je lisais ça pas mal de dizaines d'années après.
mais c'était quand même intéressant. Et maintenant, ça permet de mesurer le chemin qui a été fait. Alors, une chose que j'aime beaucoup, c'est cette citation. Oh, pardon, c'est pas ça. Voilà. Cette citation qu'on trouve dans l'Astronomie populaire de Flammarion, 1880. C'était à propos de l'énergie solaire, c'est-à-dire à propos de l'énergie que le Soleil rayonne. Et on était capable à l'époque de mesurer l'énergie solaire, parce qu'on savait quelle énergie le Soleil reçoit du Soleil, hein, par seconde, et puis on savait la distance du Soleil. Donc on savait quelle énergie le Soleil dépensait chaque seconde. Alors ça, c'est le lyrisme de Camille Flammarion, mais je vous le lis. Il n'est pourtant pas impossible d'exprimer cette merveilleuse puissance, c'est-à-dire l'énergie solaire, mais on peut avouer sans honte qu'il est impossible de la comprendre. La chaleur émise par le Soleil à chaque seconde est égale à celle qui résulterait de la combustion de 11 600 000 milliards de tonnes de charbon de terre brûlant ensemble. Cette même chaleur ferait bouillir par heure 2 900 milliards de kilomètres cubes d'eau à la température de la glace. Essayez de comprendre que la fourmi essaye de boire l'océan. Voilà. Voilà où on en était à la fin du 19e siècle. Donc, cette époque-là, petite parenthèse, c'était aussi l'époque où il y a eu les premiers moteurs à explosion, il y a eu bientôt les premières automobiles et il y a eu bientôt, 20 ans plus tard, les premiers aéroplanes, les premiers avions. Donc, ça a été une période déjà de très grande transformation. Mais alors, pour comprendre l'énergie solaire, eh bien, il fallait découvrir l'énergie nucléaire. Découvrir l'énergie nucléaire, c'était vers 1920. Et là, vous avez dans ce schéma ici, ce qu'on sait actuellement du Soleil, qui est donc une étoile qui a 700 000 km de rayon et qui, dans son cœur, a des réactions de combustion d'hydrogène en hélium. Donc, chaque seconde, le Soleil transforme 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium. C'est ça qui donne l'énergie qui met des centaines non pas des centaines, 20 millions d'années à peu près pour aller du centre vers l'extérieur, en étant transférée à l'intérieur de cette grosse sphère. Et ensuite, eh bien, elle met 8 minutes pour nous parvenir. 8 minutes, comment dire, la distance du Soleil en, eh bien, en minutes-lumière, disons. Il faut 8 minutes à la lumière pour nous parvenir du Soleil. Donc, il fallait faire un grand pas, et ça, c'est le lien très étroit entre l'observation et la théorie. L'observation de l'énergie du Soleil, qu'il était possible de mesurer, mais à l'époque de Camille Flammarion, on ne connaissait que le charbon de bois, que le feu, en fait, qui est en fait un processus chimique, et il fallait attendre le processus nucléaire, la découverte de l'énergie nucléaire, pour comprendre mieux tout cela. Et puis, il y a eu aussi la question des ordinateurs, parce que dans ces années-là, dans les années au début du XXe siècle, les astronomes étaient capables d'écrire les équations qui permettaient de connaître la structure des étoiles, mais ils n'étaient pas capables de les résoudre. Ils n'étaient pas capables de les résoudre parce que ces équations sont compliquées et on ne peut pas les résoudre comme ça à la main. Il faudrait pas mal de vie humaine pour pouvoir les résoudre correctement. Et l'arrivée de l'informatique, qui a été très importante pour beaucoup de choses, hein, je ne veux pas tout dire, mais l'arrivée de l'informatique a permis, entre autres, et ça c'est extrêmement important, c'est un acquis du XXe siècle, a permis, entre autres, de pouvoir calculer comment les étoiles sont faites à l'intérieur. Alors, une autre petite remarque par rapport à ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle et jusqu'à maintenant, vous voyez là la constellation d'Orion. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens connaissent la constellation d'Orion, on la voit bien l'hiver dans le ciel. Donc, vous avez ici Bételgeuse, vous avez ici Rigel, vous avez ici si on imagine ça comme le géant de la mythologie grecque, pas très sympathique d'ailleurs. Donc, ça, c'est la ceinture d'Orion et ça, c'est son épée. On voit bien ici sa ceinture, son épée. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce sujet. D'abord, je vais commencer par Bételgeuse. Voilà Bételgeuse. Ça, c'est une vraie image de Bételgeuse, hein, prise avec des instruments appropriés. Bételgeuse est une étoile super géante. Et là, on s'est rendu compte que notre étoile, le Soleil, était une petite étoile par rapport aux étoiles qu'on peut voir dans le ciel.
Donc ça, c'est la dimension, le diamètre de Bételgeuse. Ici, vous avez le diamètre de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et ici, vous avez le diamètre de l'orbite de Jupiter autour du Soleil. Donc Bételgeuse a un rayon plus grand que le rayon de l'orbite de Jupiter autour du Soleil. Voilà, c'est une supergéante qui, on le sait maintenant, il y a eu beaucoup d'études récemment parce qu'il y a 2-3 ans, Bételgeuse a perdu son éclat. Et puis, son éclat est revenu après. Donc, il y a eu beaucoup de travaux là-dessus. Et en fait, Bételgeuse est une étoile en fin de vie. Elle émet des bouffées de gaz. Et quelquefois, ces bouffées de gaz sont importantes et cachent une partie de l'étoile. C'est ce qui s'est passé il y a 2-3 ans. Alors, quand j'ai dit que Bételgeuse est en fin de vie, ça peut être des centaines de milliers d'années. Hein, mais un jour, elle va exploser. Voilà. Et donc, on s'est aperçu aussi avec l'énergie solaire et petit à petit la compréhension du fait qu'il y avait des étoiles de toutes sortes, de tous âges, de toutes masses, etc. On a pu aussi, et aussi grâce à l'informatique, calculer d'une façon précise les durées de vie des étoiles et leurs âges. L'âge du Soleil, 4,6 milliards d'années, et les durées de vie des étoiles. Les étoiles les plus grosses durent moins longtemps que les étoiles les moins grosses. Voilà, ça c'était une base pour avoir accès ensuite à ce qu'on sait actuellement de l'univers dans son ensemble. Et puis la dernière chose très importante, enfin la dernière chose, ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à dire, ce sont les distances de ces étoiles. À quelle distance elles sont? Parce qu'avant, on pensait que les étoiles étaient sur une sphère, et puis il y avait donc la mythologie grecque et romaine qu'avec des êtres, dieux ou pas dieux, qui étaient envoyés dans le ciel pour on ne sait quelle raison. Mais l'idée était que ces étoiles, elles étaient même dans la même région du ciel. Alors ça, c'est pas vrai du tout, parce que dans une constellation comme ça, il y a des étoiles qui sont beaucoup plus éloignées de nous que d'autres. Donc, dans l'espace, les constellations, ce n'est pas du tout des étoiles qui sont dans une même région du ciel, elles sont dans une même région du ciel par rapport à nous, en perspective. Alors, qui est-ce qui a trouvé ça? Ça, c'est mon petit côté un peu féministe. C'était à la fin du 19e siècle, là, hein, juste un peu autour de 1900. Il y avait à Harvard, aux États-Unis, un chercheur qui s'appelait Monsieur Pickering. Et Monsieur Pickering s'intéressait à classer les étoiles. Classer les étoiles, c'est important de classer les étoiles parce que ça permettait de mieux les comprendre. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur et les ordinateurs étaient remplacés par ce qu'on appelle en anglais des computers. C'est amusant. Et en fait, c'était des femmes calculatrices. Donc, en fait, il y avait des brochettes de femmes qui faisaient les calculs. Donc, c'était vrai chez M. Pickering, c'était vrai aussi à Los Alamos quand il préparait la bombe atomique. Les gens qui faisaient des calculs, c'était des femmes. Et alors, il se trouve que les femmes, quelquefois, elles avaient des idées. Elles étaient là pour faire des calculs, mais quelquefois, elles avaient des idées. Alors, ça ne se passait pas forcément très bien, parce qu'elles n'étaient pas supposées avoir des idées. Donc, en fait, c'est le cas de plusieurs femmes, mais je vous parlerai de Henrietta Leavitt, simplement. Donc, qui se trouve quelque part, je ne sais pas où elle est, ici probablement, ça doit être là. Et Henrietta Leavitt, qui étudiait pour les classer des étoiles ce qu'on appelle des étoiles qui ont des pulsations, c'est-à-dire qu'elles se gonflent, qu'elles dégonflent, et ça on le sait parce que la lumière qui nous vient de ces étoiles varie au cours du temps. Et il y avait des étoiles assez proches dont on pouvait mesurer la distance par un autre moyen, je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle s'est aperçue qu'il y avait une relation entre la dimension des étoiles, celle qu'on connaissait, celle dont on connaissait à distance, donc on connaissait aussi la lumière qu'elles émettaient et leur dimension. Donc il y avait une relation entre la dimension de ces étoiles et puis la période, l'espacement des oscillations. Voilà. Et ça, c'était fantastique parce que des étoiles très éloignées, il suffisait de les observer. Ces étoiles, ce type d'étoiles, il suffisait de les observer. On avait la période d'oscillation et à partir de la période d'oscillation, on pouvait en déduire quelle quantité de lumière elles émettent. Et à partir de la quantité de lumière qu'on reçoit, eh bien, on pouvait avoir leur distance.
Donc ça, c'était une découverte d'Henrietta Leavitt que M. Pickering a publiée sous son nom à lui. Sauf que tout le monde sait que c'est Henrietta Leavitt et en fait, la postérité sait que c'est Henrietta Leavitt qui est à l'origine de cette mesure des distances d'étoiles extrêmement importante parce que c'est elle qui a permis, bon, ça a été amélioré après, bien sûr, c'est elle qui m'a permis de montrer, par exemple, que le Soleil n'est pas au centre de notre galaxie. En mesurant des distances d'étoiles, on a trouvé ça, donc au début du XXe siècle et plein d'autres choses encore qui finalement ont conduit à ce qu'on peut savoir de l'univers actuellement. Donc voilà des étapes importantes de l'époque. Alors juste les distances, voilà ici Rigel est à 864 années-lumière de nous, Bételgeuse 642 et ici, parce qu'il est brillant, mais entre les deux, là on en reparlera tout à l'heure, vous avez ce qu'on appelle la nébuleuse d'Orion. On en parlera tout à l'heure parce que la nébuleuse d'Orion est extrêmement importante pour mieux comprendre comment naissent les étoiles et les planètes autour. Parce qu'on sait maintenant que les étoiles naissent la plupart du temps avec des planètes autour. Donc cette nébuleuse d'Orion est à 1344 années-lumière. Et puis pour la Grande Ourse, là vous avez la Grande Ourse, c'est pareil. Donc là, je bouge un petit peu, je crois que je peux. Donc on voit là aussi en années-lumière que les étoiles ne sont pas toutes à la même distance de nous. Ce qui veut dire, donc ça c'est la fin de, j'ai envie de dire, de l'introduction de tout ce qui a été découvert grâce à ça. Ce qui veut dire que ces étoiles ne sont pas au même endroit dans le ciel, mais en plus, on ne les voit pas au même moment. Très, très important. C'est-à-dire que tout ce qu'on regarde, tout, on le voit dans le passé. Donc, c'est quelque chose que la plupart des gens savent maintenant, mais c'est quand même bien encore d'assister, de bien se rendre compte de ça. Quel que soit ce qu'on regarde, on le voit toujours dans le passé, forcément. Parce que si on voit quelque chose, c'est que la lumière a quitté l'objet qu'on voit à un certain moment, a voyagé dans l'espace jusqu'à l'œil ou jusqu'au télescope, jusqu'à l'instrument, peu importe. Mais la lumière a voyagé dans l'espace à 300 000 km par seconde, donc ce n'est pas instantané. Donc, si vous voyez par exemple Al-Qaïd, vous la voyez comme elle était il y a 104 ans et du B comme elle était il y a 123 ans. Alors ça, c'est très important. Donc, quand vous voyez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes. Si vous avez des éjections de matière du Soleil, des choses comme ça, ce que vous voyez, c'était il y a 8 minutes. La Lune, une seconde, la Lune est proche. Les planètes, quelques heures. L'étoile la plus proche de nous, qui est Proxima du Centaure, 4 années,4. D'une manière générale, les étoiles, c'est des années, des milliers d'années-lumière si on va loin. Les galaxies, ça commence à des centaines de milliers d'années-lumière. Et quand on va au fin fond de l'univers, comme on va maintenant avec le télescope James Webb, on voit des galaxies qui ont plus de 1 milliard, qui sont à plus de 1 milliard d'années-lumière de nous. Donc on voit il y a plus de 1 milliard d'années. Donc quand on regarde le ciel, c'est très important. C'est une mémoire, on voit le passé. Et ce qui est très important aussi, c'est que l'univers tel qu'il existe à notre époque, maintenant, au temps T qui est le nôtre aujourd'hui, nous est totalement inaccessible par observation. On ne peut pas voir l'univers tel qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est important. Donc, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle l'univers observable. Et l'univers observable, donc, quand on regarde loin dans l'espace, on regarde aussi loin dans le passé. Et l'univers observable a une limite. Et cette limite, c'est à cause du fait qu'il n'a pas toujours existé, l'univers. Donc, on arrive à la limite, entre guillemets, du Big Bang. Et ça, je vais en reparler tout à l'heure avec l'image du télescope James Webb. Donc, notre univers accessible à nous, observable, a une limite, mais rien ne dit que l'univers, dans son ensemble, à un temps T, a une limite. Hein. Voilà. Donc, c'est important de faire la différence. Alors, pour parler des distances, j'aime bien remettre quelques idées en place par rapport à ce qui se dit quelquefois dans les médias. Donc là, ce que vous voyez, c'est la Station spatiale internationale, l'ISS. L'ISS dont on a beaucoup parlé quand il y avait là-haut Thomas Pesquet. L'ISS est à 400 km au-dessus du sol. Les médias ont dit Thomas Pesquet est au milieu des étoiles. Alors, je voudrais simplement dire que si vous imaginez monter dans l'ISS pour vous rapprocher de l'étoile la plus proche de nous,
c'est la même chose que de monter sur un tabouret pour vous rapprocher du Soleil. Voilà. Donc, c'est très important d'avoir un petit peu une idée de l'immensité des distances dans l'univers. L'étoile la plus proche de nous, c'est Proxima. Alors ça, c'est comment dire, c'est vers le pôle sud. Donc là, vous avez la croix du Sud. La croix du Sud pointe vers le pôle Sud quelque part. Et vous avez ici la constellation du Centaure avec Alpha et Bêta du Centaure qui pointent vers la croix du Sud. C'est un système triple. Alpha et Bêta du Centaure ressemblent beaucoup au Soleil, comme structure et tout. Donc, elles tournent l'une autour de l'autre. Et en plus, vous avez une petite étoile qui s'appelle Proxima, qui est tellement petite qu'elle n'est même pas marquée là, qui tourne aussi autour de Alpha. Et à l'époque actuelle, parce que c'est pas toujours comme ça, mais à l'époque actuelle, l'étoile la plus proche de nous, c'est Proxima. Mais Alpha du Centaure est pas très loin derrière. Eh bien voilà, elle est déjà à 4,4 années-lumière. Alors, pour dire quelques mots des instruments qui nous ont permis jusqu'à présent, et ça va continuer, d'avoir des informations extraordinaires sur l'univers dans son ensemble, vous avez ici le télescope spatial Hubble. Alors, le télescope spatial Hubble, c'est ce qui est ici, là, vous voyez avec ma souris. Oh là, là, du coup, ça avance tout seul. C'est un, comment dire, il y a à l'intérieur, il y a un miroir ici. C'est un télescope, c'est-à-dire un miroir parabolique qui renvoie la lumière ici. Et là, il y a des tas d'instruments. Ce télescope Hubble il est toujours dans l'espace, mais maintenant, il est pas tout à fait à l'abandon. Enfin, on s'occupe plus trop de lui depuis qu'il y a d'autres instruments plus performants. Mais il avait la particularité d'être réparé, d'avoir une maintenance sur place dans l'espace. Donc ça, c'est une mission de maintenance. Vous avez ici une navette américaine qui s'appelle Atlantis. Vous avez un bras ici qui retient le télescope, qui est amarré à la navette. Et ici, vous avez un astronaute en train de réparer le télescope. Eh bien, ce télescope spatial Hubble est à, je ne sais pas exactement, quelque chose comme 500 km, enfin un petit peu plus haut que l'ISS, mais pas très haut. Et là, on voit d'ailleurs la Terre, on voit bien la Terre, on voit un petit peu l'atmosphère bleue, là, et puis on voit bien la limite jour-nuit de la Terre. Donc, ce télescope spatial Hubble nous a apporté énormément, énormément d'informations sur, encore, j'ai envie de dire énormément de choses, c'est-à-dire les galaxies lointaines dans l'univers, mais aussi la manière dont naissent les étoiles, mais aussi, enfin, plein, plein, plein de choses. Et alors, maintenant, il est remplacé par le télescope James Webb, dont vous avez certainement tous entendu parler. Alors, le télescope James Webb, il est beaucoup plus grand. Le télescope Hubble, le diamètre était de 2 mètres, là c'est plus de 6 mètres. C'est un miroir mosaïque. C'est ça le miroir du télescope. C'est mosaïque, c'est en cristal de beryllium avec une fine couche d'or. Parce que c'est un télescope qui est programmé, enfin il est dans l'espace maintenant, pour observer essentiellement en infrarouge. Alors, quel est l'intérêt d'observer en infrarouge? Le télescope Hubble, il observait dans le visible. L'intérêt d'observer en infrarouge, c'est que, en fait, quand vous observez, il y a plusieurs intérêts. Je vais vous en dire deux. Quand vous observez des galaxies très lointaines, ces galaxies s'éloignent de nous de plus en plus vite à mesure qu'elles sont loin. Ça c'est un effet par rapport à nous. Hein, et le fait qu'elle s'éloigne vite, ça veut dire que la lumière qu'on reçoit est plus rouge que ce qu'elle émet. Et alors, à force de devenir plus rouge, ça finit par passer dans l'infrarouge. Donc, en fait, c'est très important si on veut observer les galaxies très, très loin dans l'univers, très important de pouvoir observer en infrarouge. Et puis, quelque chose de tout à fait différent, mais extrêmement important, c'est la naissance des étoiles avec les planètes autour, parce que les étoiles naissent, j'ai envie de dire, la plupart du temps, avec des disques autour qui deviennent ensuite des systèmes planétaires. Et pour pouvoir détecter ça, pour pouvoir observer ça, il faut aussi de l'infrarouge, parce que les étoiles qui naissent dans une sorte de cocon de gaz et de poussière émettent un rayonnement, bon, au départ un rayonnement assez rouge,
mais ce rayonnement-là est très absorbé par le cocon de gaz et de poussière, alors que l'infrarouge l'est beaucoup moins. Donc, grâce aux observations en infrarouge, on peut observer d'une manière beaucoup plus pointue les naissances d'étoiles. Il y a d'autres raisons d'observer en infrarouge. Alors, vous remarquez que ce télescope, il n'a pas de tube. Hein, les télescopes, en général, ils sont dans un tube. Alors, il n'a pas de tube parce que c'était pas la peine d'avoir un tube à l'endroit où il se trouve. Il se trouve à ce qu'on appelle le point de Lagrange L2, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Hein. Alors, comparé au télescope Hubble qui était à 500 kilomètres, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Et ce point L2, là, si on imagine la Terre qui tourne autour du Soleil, un schéma, c'est les distances ne sont pas respectées là. Donc, la Terre qui tourne autour du Soleil, ce point L2 qui est là, il est situé de telle façon que quand la Terre tourne, lui, il tourne aussi, mais avec les effets de gravité combinés de la Terre et du Soleil, il se trouve qu'il tourne en même temps que la Terre. C'est-à-dire que quand il tourne là, la Terre se trouve toujours entre le Soleil et lui. Voilà, c'est là ce point de Lagrange L2 où il y a déjà beaucoup d'instruments qui sont pas exactement au point, mais qui tournent autour du point. Ça, c'est une question de stabilité. Et c'est là qu'est le JWST. Donc, le James Webb Space Telescope, qui a été envoyé dans l'espace en fin 2021, d'abord, il est beaucoup plus grand que le Hubble. Ensuite, il observe dans l'infrarouge. Et enfin, il est dans un endroit où on voit vraiment très, très, très bien tout le ciel. Et puis, il y a le télescope Euclide, je ne vais pas vous en parler, je ne vais pas avoir le temps, mais qui a été lancé plus récemment et qui est aussi au point L2. Et en fait, les deux télescopes, ils se combinent pour essayer de mieux comprendre l'univers dans son ensemble, hein, pour être simple. Alors donc, tout cela, depuis le début du XXe siècle, tout cela fait une très grande évolution dans les connaissances et ça modifie bien, la manière dont l'humanité s'imagine elle-même sur la Terre. Donc, c'est très important pour chacun d'entre nous. Alors là, je vous montre un exemple. Donc, le Soleil, on sait maintenant, fait partie d'une galaxie, la Voie lactée. Voilà quelque chose, une galaxie dans l'espace qui ressemble à notre Voie lactée. Le Soleil serait quelque part par là. À 30 millions d'années-lumière, IC 5332. Ça, c'est une image de cette galaxie prise avec le télescope spatial Hubble. Là, c'est une image du centre de la galaxie prise avec le James Webb Space Telescope. Donc, on voit qu'on a là, plus on observe, plus, je vous disais, il se pose des questions. Et on voit là une espèce de, ça apparaît comme une dentelle, quelque chose de très, très délicat, très compliqué, qu'il faut arriver à comprendre. Voilà. Alors, là-dedans, c'est pas des trous en général, hein, c'est au contraire des nuages de gaz assez denses. Enfin voilà, il faut comprendre tout ça. Alors, j'en arrive à cette image qui était ma première image de première diapo, mais que là, je mets toute seule, qui est un des résultats d'observation du télescope spatial James Webb de l'univers lointain. Donc, en fait, c'est comme si, quand vous regardez le ciel par une belle nuit, vous voyez des étoiles, et entre les étoiles, c'est le noir. Mais en réalité, si vous pouvez avoir des instruments qui peuvent regarder précisément dans ce noir, on s'aperçoit que c'est pas noir. C'est pas noir, il y a des objets célestes là-dedans, et plus on va loin, plus on en voit des objets célestes. Et là, donc, vous avez une étoile ici, il y a quelques étoiles, mais tout ce que vous voyez là, bon, on avait déjà des images comme ça de Hubble, mais avec le JWST, c'est encore plus extraordinaire, tout parce que ça va plus loin encore. Tout ce que vous voyez là, tiens, là, je vous pointe une toute petite tache là. Eh bien, tout ce que vous voyez là, ce sont des galaxies. Et les galaxies, ça veut dire des centaines de milliards d'étoiles. Et on sait maintenant qu'il y a tellement de planètes que centaines de milliards d'étoiles, ça veut dire quasiment centaines de milliards de planètes aussi. C'est une extrapolation. Et en fait, ça ne veut pas dire que chaque étoile qu'on voit a une planète autour. Il y a des étoiles qui n'ont pas de planète et il y a des étoiles qui ont des systèmes planétaires. Mais globalement, il faut penser qu'il y a énormément, énormément de planètes. Donc, on est parti d'une idée où la Terre était centre du monde et le ciel tournait autour de la Terre, à une idée où la Terre est une petite planète qui tourne autour d'une petite étoile dans une galaxie. Il y a des milliards de galaxies dans l'univers et des milliards de planètes probablement dans chacune de ces galaxies. Et une petite galaxie comme ça, c'est probablement quelque chose comme plus d'1 milliard d'années-lumière. Donc, ça fait vraiment une bascule. Et il faut comprendre tout ça.
Et une chose sur laquelle je ne vais pas insister parce que je n'ai pas le temps, je vois que l'heure tourne et je voudrais vous dire d'autres choses, c'est que tout ce que vous voyez là, en fait, ne représente que 5% de ce qui existe dans l'univers. 5% de la matière et l'énergie qui existent dans l'univers. Ça, on le sait. On le sait par des observations très précises de la manière dont les objets tournent. Enfin, il y a beaucoup d'observations qui conduisent au même résultat. Il y a plus de matière que ce qu'on voit dans l'univers. Et puis, autre chose, c'est que dans toutes ces galaxies, l'univers est en expansion. Ça veut dire que toutes ces galaxies s'éloignent de nous. Mais dans le passé, on pensait qu'elle s'éloignait de nous, mais que l'expansion se décélérait à cause de la présence des masses, des galaxies, tout ça, que ça ralentissait l'expansion. Et une grande découverte de ces dernières années, 15 ans, 20 ans, c'est que eh ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En réalité, l'expansion de l'univers s'accélère. Et ça, c'est un des très grands points d'interrogation à l'époque actuelle. Qu'est-ce qui produit cette accélération? Et donc, là encore, c'est un peu comme un puzzle, des pièces qui se mettent ensemble. Si je voulais expliquer ça, j'en aurais pour plusieurs heures. Mais euh, ça concorde, à l'époque actuelle, ça concorde avec l'idée que ce qu'on voit là, c'est 5% de la quantité de matière-énergie qui existe dans l'univers. Il y a 5 fois plus de matière qu'on ne voit pas. Et il y a en plus 70% de quelque chose qu'on appelle énergie sombre et qui est en fait d'énergie qui fonctionne d'une manière contradictoire avec la gravité. C'est-à-dire qui fait une pression qui répulsante. Voilà, au lieu d'avoir que des masses s'attirent, là, ça fait quelque chose qui les éloigne. Alors, ça a l'air un peu, comment dire, tiré par les cheveux ce que je vous raconte, parce que, bon, je le dis comme ça, mais ça repose sur beaucoup de travaux très sérieux. Et ça me permet de dire que le télescope spatial Euclide, dont je vous ai dit que je ne vous parlerai pas, je vous dis quand même un mot. Il va faire des observations en parallèle avec JWST d'une manière un petit peu différente pour essayer de mieux cerner ce que c'est que cette énergie sombre. Alors, bon, je vois que je parle beaucoup comme d'habitude, mais j'aimerais faire un petit retour en arrière qui, à mon avis, permet de bien cerner ce qu'est la démarche scientifique par rapport à des démarches de conviction personnelle ou disons-le, de croyance. Et ce petit retour en arrière, il m'a été aussi, enfin, je le faisais déjà avant, mais il m'a été dicté un petit peu plus par le fait que j'ai eu la chance de visiter une salle secrète qui se trouve à Toulouse, dans la basilique Saint-Cernin, au-dessus d'un transept. Alors, salle secrète entre guillemets, mais c'est vrai qu'il faut être bon. Enfin, tout le monde ne peut pas y aller. Et alors, c'est une toute petite salle dans laquelle vous avez plusieurs choses, mais en particulier un dessin de comment pouvait se représenter l'univers à cette époque-là, au début du XIIIe siècle. Donc, c'est daté, hein. Donc, vous avez ici la Terre, et puis vous avez des cercles autour de la Terre, le Soleil ici, d'autres cercles qui correspondent aux planètes, et puis ici, vous avez le cercle de la sphère des étoiles, et puis au-delà, 4 cercles plus ou moins divins, et finalement, la divinité. Alors ça, c'est une époque, je pourrais en parler longtemps parce que ça m'a assez passionné quand on m'a raconté tout ça. C'est une époque où disons, l'Église redécouvrait la philosophie d'Aristote, et ça par l'intermédiaire de Thomas d'Aquin. Et alors donc, je ne vais pas en dire grand-chose, sauf que dans la philosophie d'Aristote, où la Terre était au centre du monde, en plus, cet univers-là, c'était tout. Et cet univers-là était infini. Donc, il avait toujours existé. Dans la Bible, on dit que Dieu a créé le monde, voilà. Donc, ces gens-là réfléchissaient énormément, et moi, ça m'intéresse d'un niveau philosophique de penser que ces gens-là réfléchissaient comme ça.
est-ce que c'est possible que Dieu ait créé le monde en donnant l'impression qu'il était infini, qu'il avait toujours existé? Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'était une époque, bon, je vous parlerai pas de questions religieuses après, c'est pas ça le problème, mais c'est que c'est une époque où les gens réfléchissaient sur la signification du temps. Est-ce que le temps, quelle signifie l'existence du temps? Et est-ce que l'impression que l'univers a été, là, à l'époque, c'était a été créé, maintenant, c'est plus ça, mais on sait que l'univers a eu un début, en tout cas celui qu'on voit. Qu'est-ce que signifie ce temps-là? Et est-ce qu'il existe autre chose avec autre chose que le temps? Voilà. Et ça, moi, je trouve ça assez intéressant. J'ai pas encore eu le temps de m'y plonger complètement, mais je trouve ça assez intéressant. Alors, simplement, très rapidement, et c'est là que ma petite réflexion par rapport à la démarche scientifique. Donc ça, c'est la même image, mais plus jolie, avec la Terre au centre et les 7 planètes, donc, qui étaient les 5 planètes connues, visibles à l'œil nu, c'est-à-dire Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Là, c'est en latin, mais c'est pareil. Et puis la Lune et le Soleil, voilà, qui étaient mis aussi dedans, avec des distances. Il faut bien savoir que ça, c'est une image de l'époque de 1539, là, mais ça représente le système du ciel, de l'univers des anciens Grecs. Et à l'époque des anciens Grecs, ils étaient très, comment dire, déjà mathématiciens en une certaine sorte, et puis ils savaient faire de la triangulation, ils savaient évaluer les distances des planètes, et ils savaient donc les mettre dans l'ordre à partir de la Terre. Hein. L'ordre est correct, la Lune d'abord, et puis Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Bon, je dis quand même, hein, je vous l'ai déjà dit dans d'autres conférences, je crois, ceux qui étaient déjà là, mais je le redis quand même que c'est l'origine des 7 jours de la semaine avec les noms qu'on a nous, parce que on commence là, la Lune le lundi, ensuite on veut terminer par le Soleil. Donc la Lune le lundi, Mars le mardi, on revient Mercure le mercredi, Jupiter le jeudi, Vénus le vendredi, Saturne le samedi et le jour du Soleil le dimanche, le jour de Dieu, ce que vous voulez. Alors, ce que je voudrais dire, là, il y a toute une série de philosophes grecs et latins. Ce que je voulais dire, c'est que ces philosophes grecs qui observaient le ciel, qui savaient bien mesurer des positions dans le ciel, ils ne pouvaient pas, tous, ne pas savoir que ce système de l'univers n'était pas possible. Ils ne pouvaient pas ne pas le savoir, il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est que Mars, quand vous regardez la planète Mars dans le ciel, qui se déplace au cours des mois par rapport aux constellations, la planète Mars se déplace dans un sens, quelquefois elle revient un peu en arrière pour repartir. Donc, elle ne tourne pas d'un mouvement circulaire autour de la Terre, c'est pas possible, et ça, il n'y a pas besoin de télescope pour ça. Il suffit de bien regarder le ciel, et ces gens-là, ils regardaient bien le ciel. Et puis vous avez Mercure et Vénus, vous les voyez le soir après le coucher du soleil ou le matin avant le lever du soleil, vous les voyez pas au milieu de la nuit. Alors s'ils tournent autour de la Terre comme Jupiter et Saturne, pourquoi? Donc ces gens-là, ils savaient ça. Ça, c'est mon petit côté philosophique, mais j'aime bien le dire. Et je dois dire que des historiens grecs ne m'ont pas, comment dire, contredit. Donc j'ose le dire, ils le savaient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous avez quelqu'un comme Philolaos de Crotone qui avait l'idée que la Terre était une planète qui tournait autour non pas du Soleil, mais d'un feu central. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était quand même déjà, même si ce n'était pas correct, c'était quand même l'hypothèse que la Terre pouvait être une planète comme les autres. Démocrite, c'est la théorie atomique. Après, je passe à Aristarque. Aristarque de Samos, lui, avait une théorie héliocentrique, c'est-à-dire la Terre tournait autour du Soleil. Alors pourquoi ça n'a pas marché? C'est qu'il y avait Platon et Aristote qui étaient très axés sur, je schématise, hein, très axés sur l'importance de ce qui sort de l'esprit humain. Et si vous avez une belle théorie, et là c'était une théorie de l'harmonie du monde, si vous avez une belle théorie, s'il y a quelque chose qui vous dit, une observation qui vous dit, bah, votre théorie a un problème, ben, vous pouvez très bien faire le choix que les observations peuvent nous tromper et qu'en fait, ce qui est important, c'est ce qui vient de l'esprit humain. Donc, Platon et Aristote ont gardé cette image de l'harmonie du monde
Et comme c'était quand même assez difficile d'imaginer une Terre planète dans l'espace, évidemment, pour la majorité des gens, c'était plus facile d'accepter cette théorie-là plutôt que d'imaginer la théorie d'Aristarque. Et ça a duré jusqu'à 18 siècles jusqu'à l'époque de Copernic. Donc c'est quand même intéressant parce que encore maintenant, quand on a une observation, c'est important par rapport à l'évolution scientifique, quand on a une observation qui contredit, qui montre qu'une théorie n'est pas correcte ou pas correcte partout, bah, en général, les scientifiques, les vrais scientifiques, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils se disent, tiens, il y a quelque chose là qu'on n'avait pas vu, ça va nous permettre de mieux comprendre le réel. Mais vous avez des gens qui peuvent dire, oh, ma belle théorie, moi j'y tiens beaucoup, donc je ne m'occupe pas de ce qui ne va pas. Voilà, ça c'était mon petit côté philosophique. Alors c'est juste pour vous montrer rapidement que ce que je dis, il y a des... Enfin ça c'est traduit en français, mais Épicure, Épicure, ce n'est pas seulement le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. Il y a un nombre infini de mondes semblables au nôtre et un monde infini de mondes différents. Donc en fait, pour Épicure, l'univers ne se limitait pas au système solaire. L'Aristarque, d'après ce qui est dit par, c'est Archimède, dans un livre d'Archimède, d'après ce qui est dit par Aristarque de Samos, le monde serait beaucoup plus grand que nous venons de le dire, car il suppose que les étoiles et le soleil sont immobiles, que la Terre tourne autour du soleil comme centre. Voilà. Et puis, Lucrèce, l'idée que nulle part l'univers n'a de limite, et que le ciel, la terre, le soleil, la lune, la mer et tout ce qui vit, loin d'être unique en leur sorte, existe au contraire en nombre infini. Voilà. Donc j'aime bien dire que Copernic a fait un énorme travail, mais qu'il n'est pas le premier à avoir dit que la Terre tournait autour du Soleil. Ah, et Copernic, d'ailleurs, voilà le monde d'après Copernic et le monde que je vous ai montré. Donc vous voyez qu'ici, chez Copernic, il y a le Soleil au centre du monde, la Terre qui tourne autour du Soleil, la Lune qui tourne autour de la Terre, mais sinon, globalement, c'est aussi un monde fermé, avec aussi une sphère, des étoiles, et puis, c'est pas écrit, mais certainement le divin au-dessus. Voilà. Alors, ah oui, j'ai encore un petit quelque chose à vous dire. C'est les Chinois. Parce que c'est intéressant de savoir que les Chinois, à l'époque du Moyen Âge, alors est-ce que je peux déplacer ça? Voilà. Euh, les Chinois observaient beaucoup le ciel. Et ils faisaient des cartes du ciel qu'on a retrouvées dans des grottes, des cartes du ciel datées du 7e siècle. Et les Chinois observaient tout. Alors, ils observaient les comètes, ils observaient les supernovae, ils observaient vraiment tout. Alors qu'au Moyen Âge, chez nous, on n'observait rien. Le ciel était sacré. Il ne pouvait pas y avoir de choses extraordinaires qui se passaient dans le ciel. Tandis que les Chinois observaient beaucoup, et c'est extrêmement important pour nous parce qu'on a là des archives extraordinaires de phénomènes qui se sont passés à l'époque et on peut comparer à ce qu'on voit maintenant et tout ça. Alors simplement, la raison pour laquelle les Chinois observaient tout, eh ben, c'est pas parce qu'ils étaient scientifiques en réalité. C'est parce qu'il y avait, comme dit un de mes collègues qui travaille là-dessus, une sorte d'astrologie d'État. Astrologie d'État, c'est-à-dire ce qui veut dire, c'est que pour les Chinois de l'époque, ce qu'il y avait au ciel était un miroir de ce qu'il y avait sur Terre. C'est-à-dire que ce qu'il y avait autour de l'étoile polaire, c'était le miroir de ce qui se passait chez l'empereur. Et plus on s'éloignait de l'étoile polaire, plus on allait vers des gens de moindres conditions. Voilà. Donc, ils observaient le ciel en grand détail parce que s'il y avait quelque chose qui se passait dans le ciel, c'est qu'il allait se passer quelque chose sur la Terre. Voilà. Donc, c'était une croyance, mais qui nous est extrêmement utile. Alors, après toutes ces discussions, je reviens à l'époque actuelle. Donc, en fait, on est très intéressé dans la recherche actuellement à ce qu'on appelle les origines. Ce qu'on appelle les origines, donc l'origine de l'univers. Alors, l'origine de l'univers, ça ne veut pas dire comment l'univers est né, parce que comment l'univers est né échappe à la science. En fait, quand on remonte le temps pour retourner vers le temps le plus lointain possible, en particulier avec ces observations-là, on remonte jusqu'à un temps qui est presque un temps zéro, mais c'est pas le temps zéro. Et le temps zéro, qui n'existe peut-être pas, est de toute façon inaccessible à nous par la physique. Donc, je ne vais pas vous en dire beaucoup parce que l'heure passe.
mais c'est quelque chose, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas pas comprendre. Et en plus, l'univers, dans les théories actuelles qui reposent sur la théorie de la relativité générale d'Einstein et qui est quand même assez plausible, tout ça, l'origine de l'univers, enfin l'univers a émergé de l'espace et du temps. En fait, l'espace et le temps sont complètement liés. Hein, je vous en ai parlé avec le fait qu'on voit directement le passé, mais il y a beaucoup d'autres raisons qui montrent que l'espace et le temps sont complètement connectés. Donc, en fait, quand l'univers, à la naissance de l'univers, enfin, si on peut employer plusieurs mots, ou au début de l'univers, c'est la naissance ou le début de l'espace et du temps. Et alors, quand vous avez dit ça, eh ben, vous vous rendez compte qu'il y a un énorme paradoxe de langage, en tout cas. On n'a pas les mots pour le dire, on n'a pas le langage pour le dire, parce que quand vous parlez d'origine, de début, de naissance, etc., c'est quelque chose qui se produit dans un temps qui s'écoule. Et à un certain moment, il se passe quelque chose. Mais si c'est l'origine du temps lui-même, eh ben là, ça devient beaucoup plus dur. Voilà. Alors, l'origine de la Terre, ça, c'est beaucoup plus... Je vois que l'heure passe, là, je vais dépasser un petit peu, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais on a commencé avec un peu de retard aussi. L'origine de la Terre, ça, c'est autre chose. Ça commence à être bien cerné. C'est-à-dire l'origine des planètes autour des étoiles. Je vais vous en dire un mot après. L'origine des éléments, ça, c'est quelque chose, c'est un acquis. Les éléments chimiques dont nous sommes faits. Je vous en ai parlé un petit peu au tout début. C'est un acquis du XXe siècle. Nous savons que les éléments, les atomes, les noyaux des atomes ont été fabriqués dans les étoiles avant la naissance de la Terre et du Soleil. Il y a encore des points d'ombre, il y a encore des zones d'ombre, mais globalement, c'est un acquis du XXe siècle. L'origine de la vie est une question sur laquelle les gens se focalisent énormément actuellement, mais c'est pareil, enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a aussi un problème quand on parle d'origine de la vie, parce qu'en fait, quand on cherche à comprendre, définir ce qu'est la vie, ben, c'est pas facile. Voilà. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails de ça, mais il y a une nouvelle discipline qui existe depuis une quinzaine d'années qui s'appelle l'exobiologie, qui a pour but de mieux comprendre, mieux cerner l'origine de la vie, côté astrophysique, côté biologie, côté chimie prébiotique. Et origine de la vie sur la Terre signifie aussi la recherche, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Donc voilà, ça c'est une recherche contemporaine. J'ai mis aussi l'origine de l'humanité, l'origine de la conscience, parce que ça fait partie de toute cette globalité, mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Alors, la Terre. Rapidement, je vais resituer la Terre dans l'espace et pour revenir à l'époque actuelle. La Terre est une planète qui tourne autour du Soleil. On a l'habitude de voir la Terre comme ça. Peut-être moins l'habitude de la voir comme ça. Donc ça, c'est une image qui date de 1993. Ça fait vraiment déjà longtemps. Attendez, on est en 2000, on a fini 2023, là, donc ça fait 30 ans. Je ne me trompe pas, oui. C'était la sonde Voyageur 1, envoyée dans l'espace par des Américains, Carl Sagan en particulier, pour aller voir déjà s'il y avait de la vie sur Mars. Bon, on ne savait toujours pas. Enfin, ou s'il y en avait eu dans le passé, plutôt. Et puis, cette sonde Voyageur, elle est partie, elle a quitté le système solaire. Et donc, quand elle était à 6 milliards de kilomètres de la Terre, avec une de ses caméras, elle a pointé la Terre qui est là. Donc ça, c'est des défauts d'optique, je sais pas exactement de la caméra, mais voilà. Ça a fait beaucoup parler, beaucoup ému les gens, parce que bon, ça a commencé ce qu'on appelle le pale blue dot, le petit point bleu. Nous sommes un petit point bleu dans l'espace, et le voilà à 6 milliards de kilomètres. Et alors maintenant, on a plusieurs images. Bon, celle-ci, c'est celle que je trouve la mieux. Plus récente, donc 2013, décidément, c'est toujours Détroit, 1993, 2013. La mission Cassini qui est allée visiter Saturne et les satellites de Saturne. Et là, c'est la mission Cassini qui est près de Saturne. Donc, ce que vous voyez ici, là, vous voyez pas, c'est noir, mais c'est la planète Saturne. On la voit noire parce que le Soleil est derrière. Donc, c'est une éclipse de Soleil par Saturne. Là, on voit les anneaux de Saturne qui sont tout proches.
Il y en a d'autres des anneaux, il n'y a pas que ceux qu'on voit facilement de la Terre. Et là, c'est la Terre, donc. Là, c'est la Terre vue du ciel de Saturne. Et là aussi, c'est un petit point bleu, mais la distance est 1,44 milliard de kilomètres, alors que Voyageur, c'était 6 milliards de kilomètres. On n'a pas encore retrouvé une image de la Terre de cette très grande distance. Mais donc là, on est loin de, enfin, il n'y a plus d'ambiguïté. On voit bien maintenant ce que signifie être sur la Terre à l'époque actuelle. Alors, pour récapituler un petit peu rapidement ce qu'on peut savoir maintenant de l'histoire de l'univers, donc l'univers a eu un début, je vous ai dit que le temps zéro, on ne sait pas ce que c'est, cette image-là, c'est pas l'image du Big Bang, contrairement à ce qui est écrit en dessous, c'est une image de réaction de particules dans un grand accélérateur du CERN qui s'appelle le LHC, et on essaye de recréer, enfin les gens qui travaillent là-dessus, de recréer en quelques petites fractions de secondes pendant très peu de temps, des conditions qui peuvent ressembler à celles de l'univers primordial. Après, il y a une chose dont j'ai pas du tout eu le temps de vous parler, mais c'est que après si on prend l'histoire de l'univers maintenant depuis le début, l'univers était au début très dense, et puis la densité a diminué, la température a diminué. À un moment, la lumière s'est séparée de la matière, c'est ce qu'on appelle le rayonnement primordial ou le rayonnement cosmologique primordial. Et ce que vous voyez là, c'est des petites fluctuations qui sont les précurseurs des futures galaxies. Donc là, c'est une image comme celle que je vous ai montrée des premières galaxies. Alors là, c'est 400 millions d'années, mais en fait, plus on observe loin, plus on en voit. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'on ne sait pas à partir de quel moment les premières galaxies ont été formées. Il y en a, plus on regarde, plus il y en a. Les premières étoiles à l'intérieur des premières galaxies, donc dans les étoiles, des réactions nucléaires, la formation des éléments chimiques. Ensuite, les étoiles, quand elles sont plutôt petites comme les soleils, elles disparaissent de cette manière-là. Donc ça, c'était une étoile qui retourne à la matière interstellaire. Il reste une petite étoile au centre qu'on appelle une naine blanche. Et quand c'est des grosses étoiles, elles explosent. Donc ça, c'est une explosion d'étoiles. Et dans cette explosion d'étoiles, vous avez de la matière, dans ces filaments, vous avez de la matière qui contient des éléments lourds jusqu'à l'uranium. Et cette matière-là, ensuite, va en expansion et rejoint le reste de la matière interstellaire, les autres nébuleuses, et pollue, on peut dire, pollue en éléments lourds le reste de la matière. Donc le reste de la matière, par exemple, ben, nous revoilà à la nébuleuse d'Orion. Donc ça, c'est la nébuleuse d'Orion dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est une nébuleuse relativement jeune, hein, quelques millions d'années, et c'est une nébuleuse berceau d'étoiles. C'est une nébuleuse dans laquelle se forment des nouvelles étoiles. Donc les nouvelles étoiles se forment quand vous avez une condensation de gaz qui se condense tellement que ça atteint un point de non-retour. C'est irréversible parce que ça se met à devenir compact sous l'effet de son propre poids et ça peut devenir une étoile. Mais ces formations d'étoiles, ça se fait dans un milieu qui tourne. La galaxie, elle tourne, et tout tourne. Donc, quand vous avez une condensation d'étoiles dans un milieu qui tourne, eh ben, ça ne fait pas une sphère, ça fait un disque avec un renflement au centre. Et ça, c'est quelque chose que les gens n'avaient pas bien compris dans le passé et qui maintenant est devenu complètement évident. C'est que quand une étoile se forme, eh bien, elle a toutes les chances de se former avec un disque autour. Donc ça, c'est une image infrarouge, ça c'est la nébuleuse d'Orion, et on voit là dans la nébuleuse d'Orion un disque de gaz et de poussière, et au centre une étoile en formation. Donc ça, c'est un bébé système planétaire. Et alors maintenant, avec les autres instruments qu'on a à notre disposition, en particulier ALMA, Atacama Large Millimeter Array, qui se trouve au Chili à 5200 mètres d'altitude, qui est un ensemble d'antennes de radioastronomie, très éloignées les unes des autres, ce qui peut permettre d'observer quelque chose, un objet céleste, d'une manière très précise. Eh bien, on voit des choses comme ça. Donc ça, ce que vous voyez, c'est un disque qui représente un système planétaire en formation. Mais là, ce que vous voyez, c'est des fausses couleurs, évidemment, parce que c'est de la radioastronomie. Ce n'est pas du tout du rayonnement visible. Et ce que vous voyez là, c'est l'émission lumineuse c'est des micro-ondes, hein,
mais c'est l'émission des poussières, les poussières qui sont dans ce disque d'un système planétaire en formation. Et là, vous voyez des anneaux sombres. Eh bien, les anneaux sombres, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet actuellement. C'est formé par des planètes qui sont en train de se former autour de l'étoile. Donc ça va devenir l'étoile. Et puis les planètes qui sont en train de se former, c'est de la matière du disque qui s'est agrégée et ça tourne autour du centre. Et quand ça tourne autour du centre, ben, ça balaye, ça accrète, ça balaye comment dire, la matière qui est autour. Du coup, ça fait des vides comme ça. Voilà. Donc ça, je vous disais, la formation de la Terre et des systèmes planétaires, c'est un sujet de recherche actuel. Donc, on a beaucoup avancé, mais il y a des gens qui travaillent énormément sur ce sujet. Bon, bah, c'est comme ça que s'est formé le système solaire qu'on a ici, et c'est comme ça que s'est formée la Terre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des échelles de distance. Il faut bien se rendre compte à quel point tout l'univers est immense. Je vais vous parler d'échelle de temps avec ce petit schéma. En fait, c'est un geste que je fais souvent, mais là, il y a quelqu'un qui a dessiné. C'est une personne qui travaille dans un hôpital et qui donne des cours à des enfants malades. Elle a fait ces dessins-là, donc avec 3 jeunes filles. Alors, si vous prenez cette jeune fille-là qui étend les bras, ici, au bout de son index, c'est la naissance de la Terre. Ensuite, ça, on pense que c'est l'écoulement du temps. Et au bout de l'index là, c'est l'époque actuelle. Donc, sur ce schéma-là, si vous cherchez quand a commencé la vie, au sens les premiers signes de vie sur la Terre, eh bien, il faut aller de là jusqu'au coude. Et les premiers mammifères et les dinosaures, c'est à peu près pareil, il faut aller de là jusqu'au poignet. Et l'humanité, eh bien, l'humanité correspond la petite partie blanche. Je ne savais pas comment on définit l'humanité aussi, mais les premiers hominidés qui marchaient sur 2 jambes, la petite partie blanche au bout de l'ongle de l'index droit. Donc, nous sommes là depuis extrêmement peu de temps par rapport à l'existence de la Terre. Il s'est passé énormément de choses avant que l'humanité existe. C'est important. Et quand la Terre est née, l'univers avait déjà 2 fois cet âge-là. C'est intéressant, vous pouvez faire le calcul avec ce que vous savez, 13,8 milliards d'années pour l'univers, la Terre a à peu près 4,6 milliards d'années, on divise par 3, et puis la Terre et le Soleil sont arrivés aux 2 tiers, et puis après, l'humanité est arrivée tout à fait à la fin. Alors, je continue, ça je vous l'ai déjà montré. Oh, ça je vous le montre quand même, c'est amusant. Donc, bon, ça c'est pour vous montrer qu'il y en a beaucoup. Hein, on observe énormément de disques planétaires en formation. Et alors là, ce que vous voyez sur cette image-là, c'est des disques autour d'une étoile. Mais vous savez peut-être que dans le ciel, les étoiles, eh bien, il n'y en a que peut-être la moitié, ou je ne sais pas à peu près, qui sont toutes seules. La plupart des étoiles sont des systèmes doubles, c'est-à-dire 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, ou bien des systèmes triples. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous avez un système double, 2 étoiles qui se forment ensemble, qui tournent l'une autour de l'autre, et avec des disques protoplanétaires autour? Donc, en fait, en principe, vous avez 2 solutions. Ou bien les étoiles sont bien éloignées l'une de l'autre, et il est possible que chacune d'elles se forme avec un système planétaire. Donc, vous avez les 2 systèmes planétaires qui tournent l'un autour de l'autre. C'est probablement l'histoire du Centaure. Hein, voilà. Ou bien vous avez des étoiles qui sont doubles, qui sont très proches l'une de l'autre, et à ce moment-là, vous pouvez avoir un système planétaire qui se forme autour des 2. Donc à ce moment-là, là, je fais de la science-fiction. Si vous imaginez des gens sur une planète dans un système comme ça, après je vous dirais que je ne pense pas qu'il y ait des gens comme ça, mais enfin bon, sur une planète autour d'un système comme ça, ils ont 2 soleils dans leur ciel. Et ça c'est assez rigolo, ça ressemble à une chouette, moi je trouve que ça ressemble à une chouette. Là, vous avez les 2 à la fois, c'est-à-dire que ça, c'est une étoile en formation avec un système planétaire autour. Là, vous avez une autre étoile en formation avec un système planétaire autour. C'est une étoile double en formation avec 2 systèmes planétaires, mais en plus, vous avez un grand système, un grand cercle autour. Là. Donc, vous pouvez imaginer qu'il peut y avoir peut-être plus tard des planètes autour de cette étoile-là, des planètes autour de cette étoile-là, et des planètes qui tournent autour des 2. Alors ça m'amuse beaucoup parce que bon, c'est vraiment de la fiction. Hein. Là, je plaisante un peu.
Mais imaginez qu'il y ait dans ce disque-là, le grand disque, imaginez qu'il y ait des planètes qui se forment, imaginez qu'il y ait des gens comme vous et moi qui soient là. Qu'est-ce qu'ils vont voir dans leur ciel? Ils vont voir deux étoiles avec autour de chaque étoile des planètes qui tournent. Bon, c'est rigolo. On peut toujours divaguer un peu. Mais ça par contre, c'est pas de la divagation, ça c'est une véritable observation. Le destin des étoiles, ben, je vous l'ai déjà dit, ça, le destin des grosses étoiles, donc après qu'elles aient explosé, ça fait des filaments comme ça qui rejoignent la matière interstellaire. Et donc, tout ça, ça a conduit à une science nouvelle, l'exobiologie, dont je vous ai déjà parlé. Donc, c'est très joli de comprendre beaucoup de choses de l'univers, c'est très joli de comprendre comment sont nés les éléments dont nous sommes faits dans l'univers. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend, comment la Terre se forme, etc., etc. Mais d'où vient la vie? Voilà. Donc, d'où vient la vie? Comment on peut passer du non-vivant au vivant? C'est plein de points d'interrogation. Alors, moi, j'ai résumé ça sur un schéma. Donc, l'astrophysique, c'est un acquis du XXe siècle et du début du XXIe siècle. L'astrophysique permet de comprendre comment sont nés les éléments dont nous sommes faits. La biologie, à partir de l'étude du vivant, descend de plus en plus profondément dans ce qu'on appelle la biologie moléculaire. Donc la biologie moléculaire, c'est-à-dire eh bien, les molécules dont nous sommes faits, l'ADN, l'ARN, etc. Et puis les molécules des médicaments aussi, comment ça fonctionne. Et puis, vous avez la chimie prébiotique qui est un peu entre les deux, le passage, c'est-à-dire comment des molécules peuvent se former à partir des éléments. Alors ça, on sait déjà que dans l'espace, il y a des molécules, il y en a beaucoup, même des molécules qu'on appelle organiques, c'est-à-dire à base de carbone. Il y en a aussi dans les astéroïdes, il y en a à plein d'endroits. Mais des molécules même complexes à base de carbone, c'est très bien, c'est les briques du vivant, mais on est encore loin, très loin de la complexité de l'ADN. Donc voilà, c'est une recherche vraiment en cours. Alors la recherche aussi en cours, c'est est-ce qu'il existe de la vie ailleurs, dans l'espace? Mais alors la vie qu'on recherche, les astrophysiciens, c'est pas des gens comme vous et moi. Ce qu'on appelle nous les extraterrestres, c'est pas ça. C'est des signes de vie qui peuvent être de la vie très primitive, comme par exemple des bactéries ou même plus primitives que ça. Et alors, pour essayer pour l'instant, on en est loin, de pouvoir chercher s'il y a de la vie ailleurs ou pas sur des planètes extrasolaires, mais c'est une idée exploitée, et en particulier avec le James Webb, c'est de pouvoir on détecte des planètes autour d'étoiles. On les détecte par plusieurs méthodes, mais en particulier, si vous avez une planète qui passe devant son étoile, la lumière que vous recevez de la planète diminue parce que la lumière, excusez-moi, qui vient de l'étoile diminue parce que la planète fait de l'ombre à l'étoile et revient. Si pendant cette période-là, on voit, alors pour ça, il faut comprendre, faudrait du temps pour expliquer, mais que dans la lumière des étoiles, on peut détecter des signatures des éléments qui se trouvent dans l'étoile, et dans la lumière des atmosphères qui est absorbée par les atmosphères, on peut trouver des traces de molécules, s'il y a des molécules. Eh bien, si vous imaginez que pendant la période où la planète passe devant l'étoile, même si on ne la voit pas, cette planète, on voit simplement que la lumière a baissé. Mais si, dans cette période-là, on observe la lumière qui vient de l'étoile et qu'on s'aperçoit que pendant cette période-là, au lieu de voir seulement la signature des éléments qui font partie de l'étoile, mais en plus on voit des molécules, il n'y a pas le choix, hein. Ces molécules viennent forcément de la planète et forcément de l'atmosphère de la planète. Ça veut dire que la planète a une atmosphère et qu'on peut avoir les molécules. Donc les gens cherchent si on peut trouver des molécules d'eau, d'ozone, de gaz carbonique, de signatures de méthane. Et à partir de une reconstitution de la composition chimique de ces planètes, essayer de deviner s'il est possible, si c'est un indice de la présence de vie sur la planète ou pas. Donc, au point de vue de la recherche de la vie dans l'univers, c'est là qu'on en est actuellement. Et on n'en est pas encore vraiment là, parce que ça demande une précision extrême des instruments
Et on commence seulement à y arriver un petit peu avec le télescope James Webb. Mais enfin, c'est ça la recherche. Donc l'ADN, voilà un schéma très succinct de l'ADN avec des couleurs pour les éléments et on voit que l'ADN est formé essentiellement d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de carbone, de phosphore qui sont les éléments les plus abondants dans l'univers. Voilà. Et dans l'ADN, il y a ce qu'on appelle les bases azotées, les noms sont là, qu'on connaît à partir des molécules. Non, pardon, à partir, excusez-moi, des initiales. Je vois que l'heure tourne, alors j'ai dit un peu n'importe quoi. Voilà. Il Qu'on faut voit à partir des laisser initiales de... c'est possible. Hein? Laisser un petit peu de temps pour les questions après. Oui, oui, j'avais arrêté. À partir des initiales de ces molécules, et quand on vous parle de génome, eh bien, c'est comment ces molécules sont organisées dans l'ADN. Donc, il y a encore beaucoup à comprendre. Les virus, qui sont intermédiaires, en fait, entre le vivant et le non-vivant. Et je vais terminer là-dessus. C'est que, en fait, on a découvert énormément de choses, pas seulement en astrophysique, en biologie, dans toutes sortes de sciences, mais en astrophysique. Alors, quand on envoie des instruments dans l'espace, comme le télescope James Webb, par exemple, ben, c'est un instrument de temps en temps. Et il faut avoir conscience qu'en ce moment, il se passe quelque chose d'assez dangereux. Ce quelque chose d'assez dangereux, c'est les envois des constellations de satellites pour la communication, pour les téléphones portables, pour la 5G, 6G, 7G. La Terre est en train de s'entourer de filets de microsatellites. Faut avoir conscience que ce n'est pas complètement anodin. Alors, vous avez les satellites de Monsieur Elon Musk aux États-Unis, vous avez un projet européen, vous avez les satellites chinois. Donc, la Terre, en fait, s'entoure d'un cocon de satellites. Voilà. En plus, il y a la pollution lumineuse qui nous empêche de voir le ciel quand on est trop près de lumière. Et là, vous avez la méga sphère de Las Vegas, dans laquelle il y a plein de choses, et qui a je sais pas combien, des dizaines, centaines de millions de LED à sa surface, et qui dit bonjour au monde. Voilà. Alors, il faut un petit peu réfléchir à tout ça. Et il y a quand même des choses qui sont un petit peu dangereuses. Donc, je vous laisse avec cette image. Bon, il y a mes livres, mais vous avez aussi le site en haut. Et si vous avez des questions à me poser que vous n'avez pas pu poser ce soir, vous allez sur ce site-là, la page contact, et vous verrez l'adresse où m'envoyer des messages et je vous répondrai. Merci. Merci beaucoup pour cette superbe conférence, pour ces nouvelles visions de l'univers. On va donner la parole à la salle pour savoir s'il y a quelqu'un. On a déjà des mains qui se lèvent pour les questions. Bonsoir, Madame Auclair. Bonsoir. Au-delà des étoiles, il y aurait, on va dire, une instance. Vous avez cité, que je ne reciterai pas, mais dans le principe, déjà une première question. Sur la théorie, je ne sais pas si c'est vous qui aviez fait ici à Banyuls une conférence sur les trous noirs. Non, c'est pas moi. Bon. Donc, une des premières théories pourrait consister à dire que notre univers soit lui-même dans un trou noir. Oui, Permettrait en effet de dire que l'espace s'élargit de notre vision à nous. oui. Voilà, ça c'est déjà une question vis-à-vis Oui. de de votre analyse que j'aimerais que vous développiez juste 2 minutes. Et après ma deuxième question, quant à ni plus ni moins l'observation que la planète fait sur la galaxie, sur toutes les planètes, on voit que les scientifiques, la NASA et toutes les instances, quel que soit le pays, se tournent sur des observations liées à la chimie principalement pour regarder s'il y a de l'azote, du CO2, de l'oxygène sur certaines planètes. Or, serait-il pas possible et intéressant de s'axer sur la densité et la gravité? Et je mets ça sur une observation. Mars, on ne peut pas respirer car tout simplement la gravité est inférieure à notre gravité.
Donc, s'intéresser sur cette gravité, les densités des planètes, sur les premières observations pourrait être pertinent. Voilà. Alors, je vous réponds d'abord sur les trous noirs. Vous avez tout à fait raison. En fait, le problème principal qui se pose quand on veut essayer de cerner, j'essaye de choisir des bons mots, de cerner ce que signifie le début de l'univers, un problème qui se pose, c'est, oh bon, ce sera un peu long si je vais en tout, mais c'est la théorie de la gravité. La théorie de la gravité, on utilise pour les calculs la théorie d'Einstein, c'est la plus, comment dire, la meilleure actuellement, mais c'est d'une théorie qu'on appelle continue, c'est-à-dire que bon, le temps se déroule de façon continue, alors que les autres questions qui se posent, nucléaire, etc., ça se passe de manière quantique, physique quantique. Alors si je vous raconte ça, c'est parce que pour essayer de trouver, de mieux cerner ce qui se passe dans le tout premier instant de l'univers, enfin, quand on étudie l'univers dans son ensemble, c'est déconnecté, il n'y a aucun problème. On peut prendre la théorie de la relativité d'Einstein, il n'y a aucun problème. Mais quand on étudie les premiers instants de l'univers où on était dans des situations tout à fait spéciales avec une énorme densité, une énorme température, une énorme énergie, etc., la science elle-même montre que ça ne fonctionne pas. Donc, ce qu'il faudrait, c'est une théorie de gravité quantique. Alors, il y a des théories dont on est sûr de rien. Donc, des théories qui sont en train de se développer. Et parmi une de ces théories, qu'on appelle la gravité quantique à boucle, hein, j'emploie des gros mots, eh bien, ça conduit à l'idée que d'abord qu'il y aurait des multivers, donc c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un univers, le nôtre, mais qu'il y en aurait beaucoup d'autres, et que dans les trous noirs pourraient renaître d'autres univers, et que l'idée que nous, tout notre univers pourrait en fait constituer un trou noir, ça en fait partie. Voilà, ça fait partie des possibilités, mais complètement théoriques, hein, sans rien du tout de preuve. Si, quelque chose de preuve, c'est que, enfin, pas de preuve, mais qui interpelle. C'est que si vous considérez la densité de l'univers, alors c'est compliqué, hein, parce que l'univers, je vous ai bien dit que l'univers actuel, l'univers ne nous est pas accessible, que nous, ce qu'on connaît, c'est l'univers intégré dans le passé, dans le temps. Mais enfin, quand même, quand on regarde les ordres de grandeur, en prenant la densité de l'univers, en prenant le rayon actuel de l'univers observable, eh ben on trouve que ça s'approche des dimensions d'un trou noir. Voilà. Donc, il y a des choses qui interpellent. Voilà. C'est pas totalement exclu. Maintenant, je n'en dirai pas plus parce que c'est pas totalement exclu, mais rien du tout ne prouve ça. Il y a d'autres théories. Voilà. Alors maintenant, à propos de la densité des planètes, mais on le fait, c'est la première chose qu'on fait. Quand les gens découvrent des exoplanètes, quand on peut pas toujours, mais la plupart du temps on peut, quand on peut avoir accès à la masse et au rayon de la planète, on a accès à la densité de la planète, et c'est vraiment une donnée de base, la densité des planètes. Et c'est à partir de là qu'on peut d'ailleurs savoir s'il s'agit de planètes solides, enfin de savoir, au moins avoir l'idée, si c'est une planète solide, si c'est une planète, comme on appelle ça, planète océan, c'est-à-dire avec du liquide, ou bien si c'est une planète gazeuse. Voilà. Donc, en fait, vous avez tout à fait raison. Et avec Mars, vous avez, comment dire, à moitié raison, je dirais. Parce que s'il ne peut pas y avoir, s'il n'y a pas d'atmosphère sur Mars actuellement, il y en a eu dans le passé. Mais ça, c'est des calculs qui le montrent évidemment. Mais dans le premier milliard d'années de Mars, ça semble assez certain qu'il y a eu une atmosphère plus dense que l'époque actuelle. Et une des raisons, c'est pas seulement la densité de la planète elle-même, mais c'est le champ magnétique. Donc en fait, le champ magnétique comment dire, qui enroule, qui entoure la planète, conduit à une atmosphère, à confiner un peu une atmosphère. Et Mars a eu un champ magnétique au début, mais il a disparu. Et pourquoi le champ magnétique de Mars a disparu? Là, vous avez tout à fait, ça rejoint ce que vous dites, le champ magnétique de Mars a disparu parce que Mars n'a pas été capable de retenir le champ magnétique à cause de son fonctionnement, parce qu'elle est trop petite, alors que la Terre a encore retenu son champ magnétique. Vous voyez? Donc tout ça, vous avez tout à fait raison, et tout ça fait partie des recherches actuelles, effectivement.
D'autres questions? Bon, je voudrais tout d'abord vous remercier là parce que on était scotchés là à vous écouter. Ben merci, parce que comme moi, je vois personne, mais en fait, Voilà. je savais qu'il y avait du monde, alors ça va. D'autant plus que je sors de votre livre là, de l'origine de l'univers à l'origine de la vie, Pardon. une virgule dans l'espace-temps, Oui, et vous reprenez beaucoup d'éléments, donc j'encourage tout le monde à lire ces livres qui sont vraiment passionnants. merci. Autre chose, vous expliquiez que vous regardiez l'univers avec votre maman par les nuits claires dans un livre. On regardait les étoiles, oui. Quel est où vous situez-vous en tant que philosophe actuellement, maintenant? Attendez, je comprends pas très bien votre question. Où je me situe par rapport à quoi? Par rapport à la place de l'homme dans l'univers et Ah, à vous-même. alors, ce que je peux dire, c'est que, bon, on n'a pas de réponse à tout, hein, ça c'est évident. Et je trouve intéressant, une première chose, c'est de bien savoir poser les questions, même si on n'a pas de réponse à la question, de bien savoir poser les questions. Donc là, on découvre, en fait, c'est du style de paradoxe, hein. On découvre un univers immense et on découvre que nous, l'humanité, nous sommes sur une petite planète dans l'espace qui tourne autour d'une petite étoile dans une galaxie, voilà. Et on découvre qu'il y a plein de galaxies, énormément de galaxies, que dans ces galaxies, il y a énormément d'étoiles, des planètes et tout ça. Donc, évidemment, on se pose la question, est-ce que nous sommes seuls? Et voilà, ça, c'est une question à laquelle aucun scientifique ne peut répondre. Il y a des convictions personnelles, là. En revanche, on fait les recherches dont on parlait tout à l'heure. Donc, on se dit, la première chose, on n'est rien. Voilà, c'est la première chose qui vient à l'esprit, nous sommes rien. Nous sommes là depuis un temps infime, dans un univers immense et à un endroit tout petit, nous ne sommes rien. Et à ce moment-là, pour moi, il faut tout de suite rebondir. Et il faut tout de suite rebondir sur le fait que nous avons, ce qui est un autre sujet de recherche, hein, des sciences cognitives, mais nous avons un cerveau très riche, très efficace, et nous avons, comment dire, la conscience. La conscience. Et nous avons conscience d'avoir conscience, hein. C'est des choses qu'on dit aussi au second ordre. Donc, en fait, toute cette découverte de cet univers extraordinaire et tout ça, c'est nous qui faisons cette découverte. Donc, nous ne sommes pas rien du tout. Nous ne sommes pas rien du tout. Et que sommes-nous? Qui sommes-nous? Eh bien là, c'est une question formulée à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais je pense que c'est la question qui se pose aux philosophes actuellement. Qui sommes-nous? Voilà. Je crois que c'est ça ma question philosophique principale. Qui suis-je? Tout en sachant qu'en plus, nous, on n'est pas là longtemps dans cette humanité. On ne vit pas très longtemps. Donc, ça peut être angoissant, ça dépend des gens. Ça peut être très angoissant, en même temps, ça peut donner une lueur d'espoir d'un côté, de se sentir partie du cosmos. Ça dépend vraiment des gens. Je saurais pas dire, moi je me sens plutôt bien avec cette idée, avec l'idée de faire des recherches là-dessus. Maintenant, peut-être qu'un jour je vais me mettre à paniquer, ça c'est possible aussi, on n'est jamais sûr de soi. Mais enfin, pour l'instant, je trouve ça plutôt exaltant. Voilà. Merci. Il y a peut-être